journal. Bonjour et bienvenue à ces journaux de 13h. À la une de ces vendredis, la route Kindele-Kimwinza transformée en ravin, de maisons éventrées, des écoles et hôpitaux au bord du précipice, un trou béant continue d'avaler des habitations. Les habitants de Limba et Mongafula assistent impuissamment à cette érosion spectaculaire qui continue d'engloutir tout sur son passage dans ce coin de la capitale. On en revient dans un instant. Également au sommaire de votre 13h, 25 ans après l'exil, le siège légal de l'Union africaine des télécommunications va dans quelques jours regagner Kinshasa. Ce siège a été temporairement délocalisé en 1998 à Nairobi avec l'arrivée de l'AFDEL. Le secrétaire général de cette organisation l'a confirmé hier au ministre congolais en charge de postes et télécommunications Augustin Kibasa Maliba au cours d'un échange à Kinshasa. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional, la radio-télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Nommé récemment, tous les membres du gouvernement Sama Lukonde II sont en ces moments à la cité de l'Union africaine autour du chef de l'État pour une première réunion du Conseil de ministres. Vous l'avez suivi certainement en direct de nos antennes. Au-delà de la ligne directive à suivre qui serait dictée par le garant de la nation pour mettre fin à l'agression rwandaise, la situation socio-économique serait également sur la table des discussions. Plus de précisions dans nos prochaines heures avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le 2 février, date retenue pour la nouvelle prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Les députés nationaux ont adopté et voté à l'unanimité hier sa 45e prorogation pour 15 jours. Le projet de loi a été présenté et défendu par la ministre de la Justice Rose Mutombo lors d'une plénière présidée par le président de la Chambre basse, Christophe Mbosokodia. Sylvie Mouimbo, Bernard Bodo et Guy Kitoko ont signé ces reportages. Du Nord Kivu, en état de siège depuis le 3 mai 2021, laisseront encore pour une durée de 15 jours. La plénière de ce jeudi 30 mars que conduisait le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia-Pwanga, en a décidé ainsi. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, Rose Mutombo Kessé, a fait l'économie générale du texte en présentant le fait sur le terrain entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Des interrogations sérieuses se posent sur cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Collègues, donc travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre campagne. Le bureau est ouvert, disposé à recevoir tous les rapports des collègues de Kwamut pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans les discours de la rentrée parlementaire. Bon, nous allons les suivre, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangions des informations sur cette situation. La situation sécuritaire du pays en général, et plus particulièrement du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, je crois du Nord Katanga aussi, Kwamut, Bakata, non seulement Kwamut, il y a Bakata aussi, et les plateaux, une partie de la ville de Kinshasa. La ville de Lubumbashi, que les collègues viennent de citer. Notons tout ça, essayons d'y travailler, de rencontrer les responsables des différents services, des différents ministères qui ont en charge la sécurité et la défense aussi. Ainsi, nous arriverons à aider le gouvernement à rétablir la paix partout dans le pays. Cette séance subséquente a donné lieu à la énième prorogation de l'état des sièges. Le texte est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture. C'est une première pour le gouvernement Sama II. Le Premier ministre a présidé hier la réunion du Conseil de sécurité à laquelle ont pris part le nouveau vice-premier ministre en charge de la Défense et celui de l'Intérieur. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette réunion, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, comme nous dit Pati Tondwango dans ses reportages. Une réunion de sécurité ce jeudi 30 mars à la primature, c'est celle que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidée en présence des vice-premiers ministres, ministre en charge de l'Intérieur Peter Kazadi et en charge de la Défense Jean-Pierre Bemba, ainsi que d'autres ministres sectoriels. Il a été question pour les chefs du gouvernement de présenter un certain nombre d'informations
participation des députés nationaux, membres de la commission Défense et Sécurité. C'est la toute première réunion de sécurité que le chef du gouvernement a présidée 24 heures après la cérémonie de remise reprise des nouveaux membres de son gouvernement. Le Premier ministre, au milieu de femmes de son cabinet, Jean-Michel Sama Lukonde, a voulu honorer les personnels féminins de son cabinet et celui du secrétariat général à la primature en séjour de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Il les a appelés à jouer pleinement leur rôle dans la société. Encore une fois de plus, Pati Tondong. Le mois de mars, mois de lutte pour le droit des femmes, touche à sa fin. Homme genré, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a honoré les personnels féminins de la primature, notamment du cabinet, du secrétariat général et des services rattachés. Au jardin des premiers, c'est une ambiance festive qui a régné autour du chef du gouvernement. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui s'est montré attentif à la question liée aux droits des femmes dans la société, a salué la bravoure de celles de la primature dans leur combat pour l'éducation numérique égalitaire. C'était après avoir rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Le plaidoyer que vous faites ce soir doit se poursuivre pour que ce nombre de femmes, parce que ici, je peux le dire, successivement, nous avons une fois de plus l'un des gouvernements les plus genrés de la République démocratique du Congo depuis 1960. Pour ce qui est du personnel de mon cabinet, ainsi que du personnel du secrétariat général du gouvernement et des services rattachés, mentionner que j'ai personnellement encouragé la tenue de l'atelier de réflexion autour de la thématique spécifique éducation numérique égalitaire et son impact dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Atelier tenu du 28 au 29 mars 2023 à l'immeuble du gouvernement. Je salue à cet effet l'assiduité avec laquelle vous avez pris part à ces assises et la pertinence des matières y abordées. Je vous félicite pour cette initiative et vous rassure de mon accompagnement dans la matérialisation des recommandations de la feuille de route que vous m'avez proposée à l'issue de ces assises pour le développement du numérique et l'autonomisation des femmes et des filles. La conseillère en genre, Madame Lilandani, et la coordonnatrice de la cellule genre à la primature ont tour à tour salué l'engagement du chef du gouvernement dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le gouvernement, mais aussi dans son propre cabinet. Et c'est là, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Et puis, nous poursuivons notre série de tours des kiosques à journaux qui sont toujours dominés par le remaniement ministériel à la RDC. Le retour aux affaires des deux gros poissons, c'est la particularité de ces gouvernements Sama Lukonde 2. Parmi eux, Vital Kamerhe, qui est attendu sur la baisse de prix de biens de première nécessité et sur le marché. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, comme hier, notre confrère Jean-Pierre Dundolo de Mazou, à qui je dis bonjour Jean-Pierre. Bonjour Eric, bonjour à tous. Jean-Pierre, qui disent ce matin les journaux quinois par rapport à la nomination de Vital Kamerhe à la tête de la vice-primature en charge de l'économie. Comme le Real Madrid, son équipe de cœur, écrit Jeune Afrique, Vital Kamerhe vient de faire une spectaculaire remontada. En moins de 3 ans, poursuit le journal, il aura été arrêté, condamné à 20 années de prison, puis aura vu sa peine réduite à 13 ans avant d'être remis en liberté provisoire, puis d'être de nouveau jugé en appel et cette fois acquitté. Peu de trajectoires politiques ont connu autant de rebondissements dans un bref laps de temps, conclut le confrère. Radio Okapi se penche sur le défi que Vital Kamerhe doit à tout prix relever. Désormais à la tête de l'économie nationale, le nouveau patron de ce secteur vital devra se jeter à l'eau pour la stabilisation des prix des biens et services. Pour ZoomEco.net, le nouveau ministre de l'économie devra rapidement renouer le lien entre les secteurs privés et publics, de plus en plus en contradiction alors qu'ils sont censés parler le même langage.
Vital Kamerhe devra travailler pour obtenir la stabilité de prix des produits de première nécessité. Poursuivre les réformes déjà entamées devra également être l'un des chantiers de l'ancien speaker de la Chambre basse du Parlement, clame ZoomEco.net. Mediacongo.net rejoint les autres journaux. Pour le confrère, Kamerhe prend la direction du ministère de l'économie dans une période cruciale où l'économie nationale est caractérisée par une augmentation des prix de produits de première nécessité sur le marché et du taux de la devise. Selon le journal, les Congolais espèrent un changement au ministère de l'économie pour que sur le terrain, les prix des produits baissent. Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces précisions. Nous vous retrouverons prochainement. À quand déjà? Je crois demain samedi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous est noté. Poursuivons ce journal. Un cahier des charges bien fourni attend désormais le nouveau premier vice-ministre, ministre de l'Intérieur, qui est déjà aux manettes, Peter Kazadi. Les dossiers brûlants des conflits dans le Kwamouth et la sécurisation de la population du plateau de Bateke figurent parmi les priorités pour le nouveau patron de la territoriale. Il a dit hier au chef coutumier de l'espace Grand Bandundu, comme nous disent Alain Bikaï et Ibrahim Chako dans ses reportages. Aussitôt pris ses fonctions, les patrons de la territoriale congolaise s'est mis au travail. Le premier dossier à s'imprégner, c'est celui des pacifications des Kwamouth et le plateau de Bateke. C'est dans ce cadre que les autorités coutumières, membres de la commission de pacification des Kwamouth, ont été entendues. Elles étaient conduites par le roi Mini-Congo, Sa Majesté Fabrice Kavadioko, témoin de la rencontre ministre près le président Nana Manouanina. Dans son mot, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Peter Kazadi Kankonde, a fait savoir à ses hôtes que le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie du pays fait partie de ses priorités. Pour ce faire, tout le monde doit s'inscrire dans la logique de la paix. Très touché par l'attention qu'accorde le nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur au dossier relatif au conflit coutumier qui divise le peuple Tekeyaka, Fabrice Kavadioko a remis à Peter Kazadi les symboles du pouvoir ancestral. Ils sont là pour répondre à l'appel du chef de l'État, qui est le premier chef coutumier. Avec le conseil des nouveaux vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, ils doivent automatiquement s'inscrire dans la dynamique de la paix. Le réfractaire à cette démarche s'expose à la force de la loi, car nul n'est au-dessus de la loi. Ensuite, Peter Kazadi Kankonde a exhorté ses interlocuteurs à œuvrer pour la cohabitation pacifique entre ces deux peuples frères. 15 jours de plus accordés à la population de la province du Nord Kivu pour s'identifier et s'enrôler massivement. Ces processus qui devaient normalement se clôturer dès le 1er avril. Les députés nationaux de ces coins ont été informés de cette prorogation par le deuxième vice-président de la centrale électorale, Teti Samba et Geresto Funge pour le reportage. 2023, une année électorale en République démocratique du Congo. Toutes les forces vives se mobilisent pour la tenue des scrutins dans le délai constitutionnel. Première et deuxième phase des opérations d'identification d'enrôlement des électeurs terminées, la troisième phase des opérations se poursuit dans les provinces suivantes: Bazuélé, Otuélé, Tchopo, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. La même opération se déroule sans faille dans les deux pays pilotes, le Canada et les États-Unis d'Amérique. À propos des territoires de Rutshuru et de Massissi dans le Nord Kivu occupés par les terroristes du M23, le caucus des députés de cette province a pris langue avec le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manaralinga, pour s'assurer de la tenue des opérations électorales dans les 10 territoires. Dans les territoires de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés, et même proche de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, une partie est occupée. Donc ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous rassurions auprès de la CENI comment évolue ce processus. Au niveau bien sûr de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons bien sûr les plaintes de nos électeurs qui bien sûr posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Toutefois, j'aimerais féliciter en tout cas la population du Nord Kivu à ce stade, qui, dans les parties qui sont accessibles, a quand même répondu à cet exercice civique pour pouvoir, bien sûr, participer
aux échéances électorales de cette fin de l'année. On prit part également à cette rencontre avec le deuxième vice-président de la centrale électorale, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moïndo Moulemberi, et le directeur de cabinet, Dieudonné Tiyoyo. La route Kindélé-Kimouinza transformée en ravin, de maisons éventrées, des écoles et hôpitaux au bord du précipice. Un troubé a continué d'avaler des habitations. Les habitants de la commune de Lemba et Mongafula, malheureusement, assistent impuissamment à cette érosion spectaculaire qui continue d'engloutir tout sur son passage dans ce coin de la capitale. Monique Mavungu était descendue sur place pour faire les constats. Des maisons emportées, le trafic perturbé et les pertes matérielles énormes enregistrées. Tels sont les dégâts de l'érosion créée par la pression des eaux de la pluie qui s'est abattue le dimanche dernier sur Kinshasa. Cette catastrophe a été causée par le ruissellement des eaux de pluie cherchant une voie de sortie. C'est vraiment déplorable ce qui s'est passé ici. Il y a une entreprise qui est en train de construire les murs pour l'université. Alors, ils ont commis une grosse erreur d'entreposer leur matériel dans les caniveaux. Alors, quand la pluie a commencé, c'est devenu maintenant l'obstacle. Il fallait que la pluie cherche la voie à s'en sortir. Les conséquences, ça a causé tout ça. Alors, nous, on a perdu à peu près 30 à 40 mètres de nos câbles. On a perdu 4 poteaux, 2 poteaux MT qui étaient cloués dans l'érosion. Et puis, les poteaux BT, c'est un nouvel FEDER qu'on a mis en service. Les quartiers qui étaient quand même éclairés depuis un mois, présentement, ils sont revenus dans les noirs, en attendant que les choses reviennent normales. La population déplore cette façon de faire des travailleurs du Congo futur et demande leur indemnisation. D'habitude, les eaux des pluies passent par les caniveaux. Quand l'eau était débordée, elle a causé beaucoup de dégâts énormes. Je suis une veuve, je ne sais où aller car la maison est emportée avec tous les biens. L'Office des voiries et drainage, en collaboration avec l'entreprise Congo Futur, sont à pied d'œuvre pour exécuter les travaux pouvant arrêter la progression de cette érosion. La première dame, au milieu de femmes de la commune rurale de Lantsele pour partager un repas, une manière pour Denise Nyakeru Tshisekedi de communier avec ses mamans pour clôturer en beauté le mois de mars, mois dédié à la femme, rencontre à laquelle ont pris également part les épouses de militaires. Neisha Kiala et Charma Lelo ont signé ces reportages. Il est des noms qui résistent même à la falsification de l'histoire. L'immensité de l'œuvre qu'ils accomplissent défie le temps. Marie-Antoinette Mobutu est de cette catégorie. Son nom traverse les époques et est toujours d'actualité à travers les générations. Ce 28 mars, jour de naissance de celle qui fut première dame et épouse de feu président Mobutu, Denise Nyakeru Tshisekedi a tenu à l'honorer. Autour d'un repas organisé à l'occasion et entre deux anecdotes, Suzanne Tambi Tangolo et Juliette Mpinga, sœur et ancienne directrice de la fondation Marie-Antoinette Mobutu, invitent l'épouse du chef de l'État à faire un voyage dans l'histoire pour en savoir un peu plus sur celle dont elle salue le courage, la détermination et la bienveillance près de 8 décennies après. Un devoir de mémoire que la First Lady compte respecter dans le cadre de son projet Congo au féminin. Pour Denise Nyakeru Tshisekedi, réhabiliter et reconstruire le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu est la meilleure façon d'entretenir la mémoire de cette grande femme et vivifier Congo au féminin. Après une première et une deuxième phase en cours de finalisation, une troisième phase des travaux s'annonce dans les prochains jours. Grâce à la fondation DNT et ses partenaires, toutes les batteries sont mises en marche pour remettre à neuf ce bel héritage légué au pays et plus particulièrement aux filles congolaises. Vous avez corrigé avec moi, c'était là plutôt la visite de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi au centre Marie-Antoinette Mobutu. Et elle est allée se rendre compte de l'évolution des travaux de modernisation.
Poursuivons ce journal. C'était en 1998, 25 ans après l'exil, le siège légal de l'Union africaine des télécommunications vont dans quelques jours regagner Kinshasa. Ce siège a été temporairement délocalisé à Nairobi avec l'arrivée de l'AFDEL. Le secrétaire général de cette organisation l'a confirmé hier au ministre congolais en charge des postes et télécommunications, Augustin Kibasa Maliba, au cours d'un échange à Kinshasa. C'est un reportage de Nono Matseko. Déplacé de Kinshasa vers Nairobi depuis 1998 des suites de l'instabilité politique en RDC, le siège de l'Union africaine des télécommunications UAT va bientôt être rapatrié à Kinshasa. Ce sujet a fait l'objet de la réunion qu'a eu le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, et le secrétaire général de l'UAT, John Omo. Au cours de ces échanges, les deux personnalités ont abordé les questions liées à la ratification de la Constitution et Convention de cet organe, ainsi que la mise en place des dispositions nécessaires pour les transferts effectifs du siège. A couple of years ago, the government of the Republic of DRC decided. Depuis lors, je vais donc dire le 25 ans, l'Union est toujours basée à Nairobi de façon temporaire. Bon, comme vous venez donc de le constater, à titre de développement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a non seulement manifesté l'intérêt, mais a marqué son engagement à faire donc retourner donc le siège à Kinshasa en République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le gouvernement à travers donc son Excellence, Monsieur le Ministre, dans le cadre du transfert donc de ce siège, conformément aux conditions posées par la conférence des plénipotentiaires. Les ministres des Pétentique et l'Union africaine des télécommunications ont convenu d'effectuer quelques visites des locaux où sera abrité le siège de cet organe. Ce rapatriement intervient juste après l'appurement des arriérés de la RDC, un motif de satisfaction pour John Omo qui loue les efforts du gouvernement congolais à vouloir être en règle avec l'organisation. Les femmes militaires et policières ont clôturé en beauté le mois de la femme. Au-delà d'un moment festif, elles ont été sensibilisées sur la maîtrise de l'outil informatique par le secrétaire général à la Défense nationale. Anastasie Doumbou était sur place. En prélude de la cérémonie de clôture du mois de la femme, les officiers supérieurs de FARDC et de la police se sont retrouvés pour discuter du rôle des femmes et de la dimension des genres dans la conception des technologies ainsi que de la manière dont le numérique doit être adapté pour faciliter et promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme dans les domaines militaires. Ceci ressort au cours d'une conférence débat organisée par le secrétariat général à la Défense nationale. Cette conférence débat qui a pour thème l'éducation numérique pour la paix, l'autonomisation des femmes et des filles en RDC a rassemblé les différentes organisations féminines de maintien de la paix en République démocratique du Congo et d'ailleurs. Les intervenantes ont tour à tour souligné la corrélation entre la paix et l'égalité des genres, l'écart entre les genres dans les domaines numériques. À l'issue, les femmes militaires étaient conviées à travailler ensemble pour résorber cette fracture entre les genres dans les secteurs des technologies, de leur donner l'envie de faire carrière. Restons toujours dans la cérémonie de clôture du mois de mars, au mois dédié à la femme. Les femmes du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation se sont réunies pour faire une évaluation des différentes activités de sensibilisation menées tout au long de ces mois. Edith Chala pour les détails. Cette formation s'inscrit bien sur le cahier des charges du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation FPF, alors que le mois de mars se termine. Cette session de formation qui regroupe les femmes venues des ministères du secteur de l'éducation incite la femme à une familiarité avec le numérique afin de concrétiser le relèvement du système éducatif, base du développement de la RDC. Le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, Guy Wembolombela, se montre très confiant. Nous avons prévu cette journée pour réfléchir et montrer aussi aux femmes du secteur de l'éducation les différentes possibilités d'être dans le numérique et leur rappeler comment encourager leurs enfants, leurs filles, d'embrasser les humanités scientifiques et pour migrer petit à petit vers le numérique et l'intelligence artificielle. Une conviction que partage Julie Chilombo, directeur général adjointe du FPF. Aujourd'hui, on a non seulement l'utilisation des technologies au niveau des téléphones, mais aussi dans les appareils qu'on utilise pour la couture, pour faire même du bois.
on peut avoir des femmes menuisières aujourd'hui grâce à la technologie. Donc beaucoup de métiers sont plus accessibles maintenant à la femme grâce à l'outil technologique. Donc j'encourage vraiment les femmes et les jeunes filles à s'intéresser à ce qui est numérique, informatique et technologique. Les participantes, très convaincues de la pertinence de la formation, pensent que ce ne sera pas la dernière fois qu'elles viennent pour pareille formation. L'intégration régionale désormais entre le MED et Antipas Moussa Niamouissi qui vient de faire son retour aux affaires. C'est hier qu'il a pris officiellement le bâton des commandements après une cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur. Appel au dépôt d'armées par les différents groupes armés dont le mouvement rebelle 1-23 étaient ses premiers mots. Sylvie Mouimbo pour le reportage. L'intégration régionale, surtout avec le pays de l'Est, connaît une crise de confiance du peuple de la République démocratique du Congo. Antipas Moussa Niamouissi a pris les bâtons des commandes de ses stratégiques ministères de l'intégration régionale après la cérémonie des remises-reprises avec son prédécesseur, Maître Didier Manzenga Mukanzu, qui lui se vit confier le ministère du Tourisme. Au cours de la dite cérémonie, le désormais ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, a félicité son prédécesseur du travail abattu. On prend l'engagement de terminer les chantiers qui sont en cours de réalisation et d'en ouvrir d'autres qui contribueront à la pacification de notre région. Nonobstant le massacre et les tueries que connaît l'Est de notre pays, suite à l'agression perpétrée sur notre territoire national par le Rwanda, sous couvert du M23, l'élan pour la matérialisation de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, conformément à la volonté du président de la République, n'a pas connu de répit. Il a promis de donner le meilleur de lui, même pour permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre les objectifs poursuivis en matière de l'intégration régionale, particulièrement en ce qui concerne la paix, la sécurité et la stabilisation de la partie orientale de la RDC. Les agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises de la province du Kwilu sur le banc de l'école pour une série de formations de remise à niveau. Pendant plusieurs jours, ils vont apprendre les fonctionnements du logiciel Sidonia Word, comme nous dit Iverson Kabwaba dans ses reportages. La Direction générale des douanes et assises inspectionne la ville de Kikwit veut remettre à niveau les agents et cadres de son administration sur l'usage de logiciel Sidonia Word qui permettra d'avoir une douane dynamique moderne pour une maximisation de recettes du trésor public afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. C'est ce qu'a expliqué l'inspecteur chef local de la DGDA Kikwit, Jean Kidimba Kongolo. Ces derniers a invité les bénéficiaires à mettre à profit la dite formation pour rendre un bon service à la nation congolaise. À ce jour, la DGDA Bandundu quitte la douane manuelle et bascule à la douane informatisée. C'est pourquoi tous services qui opèrent dans les secteurs d'import, export et des assises viennent d'avoir la possibilité de bénéficier de cette formation après celle des agents et cadres de la DGDA de l'inspection de Kikwit. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse, d'où il est utile de passer du manuel à l'informatique, a indiqué le maire adjoint de la ville de Kikwit, Charlotte Lula. Nous devons passer du manuel à l'informatique. Et pour moi, c'est un réel plaisir que cette formation avec le logiciel Sidonia Word soit vraiment un outil de qualité. À l'issue de cette formation, le DGDA Bandundu va quitter le stade manuel pour basculer vers la douane informatisée, tel est le vœu de son inspecteur local, Jean Kidimba Kongolo. Un pont vient d'être jeté entre l'INPP et la JICA. Les deux parties ont procédé à la signature d'un protocole d'accord portant renforcement de capacité, un partenariat qui est déjà à sa deuxième phase. C'est un reportage de Jojon Dibou rendu par Diane Balaka Mbombo. L'équipe japonaise de la mission du plan détaillé des activités du projet de l'Agence japonaise des coopérations internationales JICA, conduite par M. Shinichiro Nakailara en mission en RDC en vue de discuter du plan détaillé relatif au renforcement des capacités de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, arrivé dans sa phase 2 dénommée un projet pour sceller la continuité de ces partenariats.
Le directeur général de l'INPP, M. Godefroy Stanislas Chimanga, et le chef de mission de l'équipe japonaise de la mission chargée du plan détaillé des activités du dit projet ont signé un protocole d'accord qui reprend plusieurs points concernant les objectifs fixés par les deux parties dans une perspective gagnant-gagnant. Il nous faut faire tout pour que la formation soit le premier souci majeur, parce que nous devons faire notre part dans ce partenariat. Je vais vraiment m'employer pour qu'il y ait de la discipline. Puisqu'il faut le dire, la JICA n'est pas à ses premières prouesses. Dans sa coopération avec l'INPP, elle a déjà fait ses épreuves qui prouvent à suffisance qu'elle est l'un des partenaires de taille de cet établissement public qui se veut être au rendez-vous pour sa contribution dans le programme de développement à la base de 145 territoires selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Violences basées sur le genre et les infections sexuelles transmissibles en milieu estudiantin, c'est autour de ces thèmes que les étudiantes et étudiants des différents instituts supérieurs d'enseignement supérieur universitaire ont été sensibilisés par le membre de l'ONG Action pour la protection et encadrement de femmes et filles. Plus de précisions dans ces reportages signés Franklin et Claire Calombre. De la clôture des activités liées au mois de mars dédiées à la femme sur le plan international, l'ONGD nationale Action pour la protection et l'encadrement des femmes et filles vulnérables, APFIVI en sigle, a sensibilisé les étudiants et étudiantes de l'ISP Tchekapa, ISAM et ISC autour du thème causerie morale et éducative sur la lutte contre la VBG en milieu académique et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Poisson Katokumbani, coordonnateur national de cette organisation, a dans sa ronde de sensibilisation menée dans les 3 collines de Tchekapa où sont basées ces institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville, axé ses interventions sur les effets néfastes de la VBG dans le milieu académique. Les étudiantes et les étudiants ont répondu présent et ils étaient attentifs, ils ont compris le pouvoir se protéger contre la violence basée sur les genres, contre les IST ainsi que le VIH-Sida. Les étudiants et étudiantes sensibilisés ces jours disent avoir ajouté un plus à partir de cette sensibilisation et promettent d'adopter un comportement responsable dès aujourd'hui. Votre présence ici à l'université, on a senti quand même quelque chose concernant la protection entre nous. On a compris certaines choses déjà. Il y a des violations, il y a de la violence faite par la femme aussi, ainsi que la violence faite par l'homme. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Patrick Koba, puis la Pascal Chicho, Papingi Namao, Mami Timba, Inzengele Basosa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h à Nishimbalaka, 20h à Nitalo Ambouachala. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.